1453. La guerre sainte entre la chrétienté et l'islam se solde par la victoire des musulmans. Constantinople, dernier reliquat de l'Empire romain d'Orient, tombe aux mains des Turcs. Un rideau de fer s'abat entre la rive chrétienne de la Méditerranée et les Indes. Les routes de commerce sont coupées, bloquant la circulation des esclaves en provenance des Balkans. Pour l'Europe chrétienne, poursuivre la conquête de l'Atlantique est plus nécessaire que jamais. Le conflit islamo-chrétien était dans une impasse, et toute la région dans laquelle ils achetaient habituellement des esclaves était soit christianisée, soit islamisée. Il ne restait plus qu'un territoire vers lequel se tourner. L'Afrique s'est retrouvée associée à l'esclavage à cause de ces événements. Officiellement, l'islam et l'Église catholique condamnent l'asservissement d'hommes libres. Officiellement seulement, car la demande en esclaves ne tarit pas et justifie toutes les razzias. On est quand même dans des sociétés où les gens sont mus par la religion. Je ne dirais pas que c'est des fanatiques, puisque là l'expression renverrait à quelque chose de trop contemporain, sans doute. Mais les motivations religieuses, c'est-à-dire conquérir des espaces d'islam pour en faire des terres de chrétienté, elles sont extrêmement importantes, et puisque derrière, il y a la papauté qui va appuyer l'expansionnisme portugais en concédant des droits à coloniser. Pour prendre sa revanche sur les musulmans, le pape Nicolas V apporte sa caution morale aux Portugais. Grâce au soutien du Vatican, ceux-ci peuvent poursuivre leur razzia en Afrique, en toute impunité. Dans les archives nationales de Lisbonne, la bulle Romanus Pontifex rédigée par le pape accorde un blanc-seing aux Portugais et pose un cadre légal à l'asservissement de l'Afrique. Nous avons donné la faculté ample et simple au roi Alfonso d'envahir, de rechercher, de capturer, de vaincre et de subjuguer tout sarrasin et païen et tout autre ennemi du Christ, ainsi que de réduire leur personne en esclavage perpétuel. Esclavage perpétuel. Deux mots décrétés par la plus haute autorité catholique. Deux mots qui tombent comme une sentence pour les Africains. Deux mots qui vont tout justifier au nom de Dieu. Dès l'origine de ces campagnes militaires en Afrique, les Portugais ont essayé d'obtenir des faveurs et l'approbation du pape. Cela se faisait très souvent sous la forme de bulles pontificales. Il y a eu toute une série de bulles qui reconnaissaient un droit de propriété sur les territoires qui seraient découverts, si on peut dire, qui serait donc découvert le long de la côte africaine. Avec la bénédiction du pape, les Portugais s'aventurent toujours plus au sud des côtes africaines. À bord des caravelles, c'est toute l'Europe qui se joint au Portugal pour faire main basse sur l'or et les esclaves d'Afrique. Flamands, Allemands, Anglais, Génois et Vénitiens, tous les marchands européens investissent dans l'aventure atlantique. 1471. Les Portugais prennent possession d'une île déserte au large des côtes africaines. Inhabitée, vierge et fertile, Sao Tomé est un mouillage parfait, un port sûr à 150 000 marins de la côte. À 10 jours de mer de Sao Tomé, s'étend le Royaume Congo, un pays 2 fois plus grand que le Portugal. C'est un pays riche et organisé avec lequel les musulmans n'ont pas été en contact. Congo is an interesting case of African history, very different from. Le Congo est un cas intéressant dans l'histoire africaine, vraiment unique en son genre. À leur arrivée, les Portugais ont découvert qu'il y avait là un roi.
et qu'il y avait ce qu'ils ont appelé un royaume. De plus, c'était une région où il n'y avait pas la moindre influence islamique. Les Portugais sont entrés en contact avec le roi pratiquement sur un pied d'égalité. Et comme ils n'étaient pas musulmans, il n'y avait aucune tension religieuse. Ensuite, pour des raisons qui nous échappent un peu, le roi du Congo a décidé de se convertir au christianisme. Ce qu'il a fait. Il est devenu Afonso Ier et il a ouvert son pays aux missionnaires portugais. Les Portugais sont les seuls à proposer à Alfonso Ier, roi du Congo, des produits venus de Méditerranée. Pour la première fois, les voilà en situation de monopole sur un territoire africain. Mais la fièvre de l'or pousse les Portugais à continuer leur conquête. Ils apprennent qu'à Elmina se trouvent les mines d'or des Akans. Pour eux, le seul moyen de se procurer le précieux minerai est d'offrir aux Akans ce dont ils ont le plus besoin, des esclaves pour descendre dans les mines. Ils vont alors devenir les négriers de ce royaume. Elmina signifie la mine, et c'est l'or qui les intéressait, ce qu'ils appelaient la côte de l'or, parce qu'une grande partie de l'or provenant de l'intérieur des terres arrivait là. Entre Sao Tomé, les mines des Akans et le royaume Congo, le premier commerce triangulaire de l'histoire se met en place. Marchandises européennes contre esclaves à Congo, esclaves contre or à Elmina. Grâce à ce système de troc, les Portugais créent un espace commercial autonome. C'est ici, à Sao Tomé, que les Portugais vont créer la première plateforme de déportation massive de captifs. Et c'est ici que les Portugais vont passer du simple commerce d'esclaves à l'invention d'un système de production à la rentabilité inégalée, la plantation sucrière. Avec des milliers de captifs débarqués sur ces plages, Sao Tomé devient une île exclusivement dédiée à la production de sucre. L'idée est simple, on transforme l'île en une plantation où on importe des esclaves qui sont à portée de main. On a tous les ans 4000 esclaves qui arrivent sur un espace très réduit. Donc ça veut dire des fortes concentrations. Et donc pour la première fois, on peut parler d'une colonie noire. Et une société esclavagiste. Donc on a changé, me semble-t-il, de modèle. C'est un système global. Les 2 tiers de cette île ne sont pas encore déboisés ni utilisés pour la culture de la canne à sucre. Mais quand un commerçant vient y habiter, l'agent du roi lui attribue autant de terrain qu'il lui semble être en mesure de pouvoir faire cultiver. Ce dernier achète aussitôt autant de nègres avec leur négresse qu'il lui est nécessaire. Le patron ne fournit rien à ces nègres. Il n'a pas à se soucier de leur procurer des vêtements, ni de les nourrir, ni de leur faire bâtir des abris, car tout cela, ils le font eux-mêmes.